démarrer. Et bonjour. Bon, bah alors ce soir, on va essayer de regarder un peu le physique rigid body. Au bout de la troisième, je vais finir par arriver à le dire. Donc le rigid body, je le trouve ici, en premier, ici, dans les simulations de physique. Hein. Et ici, on a physique, rigid body. Et en gros, c'est un peu comme les clauses et les animations c'est des animations, des simulations de physique qui font que on a des déformations, des chutes, on a des chutes, etc. sans déformation justement. Les objets ne sont pas déformés contrairement aux clauses ou en tout cas contrairement aux clauses. Donc on va faire un truc, je vais faire un plan pour vous montrer directement, ça sera plus simple. Alors là je passe tout par ce menu là sur le côté, hein. Je fais un plan, voilà, je fais un scale du plan pour l'avoir un peu plus grand, et je vais cliquer sur rigid body. Alors là, le rigid body, j'ai plein de paramètres. Et là, en l'occurrence, on a le paramètre active euh, et, euh, et dynamique. Alors, quand il est actif, si je fais un Alt A pour lancer l'animation, hein, comme avec le close, je vois mon plan qui se sauve et qui tombe. D'accord? Donc, moi, je veux que mon plan il reste en place, donc je vais le mettre en passif. Par contre, tu souffles dans ton casque, tu peux couper ton son. Alors, je vais le mettre en passif, et comme ça, quand je fais Alt A, du coup, j'ai plus le mouvement de mon plan, mais par contre, il fait partie du groupe de rigid body. Donc, je vais faire échappe pour arrêter l'animation qui courait en bas, et je vais rajouter un autre objet UV sphère. Je fais un scale, tac, et je vais monter ma petite sphère comme ça. Voilà. Donc elle, je vais la mettre aussi en rigid body, et je vais la laisser en active, elle, en dynamique. On va rien toucher pour l'instant. Et si je fais Alt A, je vois ma petite sphère qui tombe, boum, et voilà. Tout ce qu'elle fait, elle reste plantée. Maintenant, il y a plein de petits paramètres. Alors, active, dynamique, ça c'est pour qu'elle bouge. Animée, ça c'est pour qu'elle participe aussi aux animations quand on fait les animations avec les clés, là, les animations de position, etc. Et là, après, il y a des paramètres au niveau de la collision, rigid body collision. Ça, alors déjà, le premier truc, c'est la friction, par exemple, et le bounciness. La friction, ça va être la friction qu'il va y avoir au niveau des collisions, quoi. Hein. Et c'est les surfaces réponses, ouais. Ils vont se frotter plus ou moins, et donc du coup, ça va plus ou moins glisser. Et là, le bounciness, c'est le rebond. Alors, ce que je vous conseille de faire, comme pour toutes les nouvelles fonctionnalités, c'est au début, ben, vous faites une bascule ici, en système, en faisant un CTRL ALT U pour aller dans les menus préférences, et vous descendez et vous mettez l'interface en français, histoire de visualiser quelques secondes ce que vous avez sous les yeux. Alors, sous les yeux, moi je vais lancer le Start Display ici, avec le mode texte, pour vous afficher mon texte. Je vais le mettre un petit peu à droite, voilà. Donc, je pense que ça devrait aller. Et là, donc, je reviens à mes moutons. Donc je l'ai basculé en français, et du coup on voit peut-être, on peut lire un peu mieux le corps rigide, l'actif ok, la masse, d'accord, collision de corps rigide, avec le type de coque convexe ou, j'appuie sur échappe pour arrêter l'animation. Alors les types de coque convexe, c'est convexe hull, là c'est les types de coque physiques, on va dire. C'est un des meilleurs, sauf quand c'est concave. Quand on a un corps qui est concave, évidemment, avec une type de coque convexe, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire s'il est creux et que vous voulez que ça tombe dedans, ben là on ne pourra pas utiliser de convexe. Là ça plaque carrément comme si vous avez fait un shrink wrap ou comme si vous passiez une couverture par-dessus, quoi, en fin de compte. Donc c'est ce que ça fait, ça bouche les trous. Sinon vous avez le type mesh. D'accord, là on est en convexe. Alors vous regardez un peu, la source là c'est la mode de déformation, en mode déformation. La réponse de surface, la friction, l'élasticité, les marges. Donc, vous regardez la traduction en français et après on repasse avec les menus en anglais pour pouvoir les utiliser habituellement, quoi. Donc je fais CTRL ALT U pour ouvrir rapidement le menu préférence. Donc je reviens là-dessus. Donc on avait bien les surfaces de friction, la façon dont ça va accrocher, et le bounciness, c'est la façon dont ça va rebondir. Là on est à 0 sur la boule, donc je peux le monter, par exemple, je vais mettre à 1 pour avoir un résultat vraiment différent. Et on a aussi la même chose. Je vais vous montrer, je vais faire Alt A.
là, vous voyez, ça rebondit pas plus. Pourquoi? Parce que le plan en dessous, il a un bounciness qui est à 0 aussi, donc il amortit tout, quoi. Donc si je le mets un petit peu lui, quand il retombe, vous voyez, ça rebondit. Je n'aurais peut-être pas dû le laisser aller jusqu'au fond, mais bon, là, ce que je peux faire, c'est le mettre à 100 ici, en bas, pour qu'il arrête de calculer jusqu'au bout. Là, ça se répète plus souvent, vous voyez, donc ça rebondit. Et chaque fois que je modifie, eh ben, je vais pouvoir augmenter le rebond. Donc si j'augmente le rebond du plan, plus le rebond de la boule, ça va rebondir de plus en plus. Si je monte vraiment à fond, voilà. Là, on a une boule qui est rebondie de plus en plus. Voire même, risque d'aller un peu loin. Voilà, ça va s'amplifier. Si je le laisse faire, il rebondit carrément trop. Et ça s'amplifie trop. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est par rapport aux animations, je vous montrais tout à l'heure, je vais faire échappe pour arrêter l'animation de physique, c'est qu'on peut aussi mettre des clés d'animation standard, mais si vous faites ça, vous allez avoir un problème, c'est que là on peut, si je lui dis qu'il démarre là et qu'il s'arrête là, il va pas faire son animation normale. Donc sur la partie dynamique qui bouge, on évite de se mettre, on peut le laisser animer, mais il va pas jouer l'animation que l'on aura fait. C'est-à-dire que si je fais une animation sur lui, il va jouer que l'animation, mais pas le physique. Donc si je fais pas d'animation, je peux cocher Animated, et du coup, lui, il va participer. On verra la différence pour lui. Le plus flagrant, ça sera pour lui, déjà. Je vous montre ça. Le plan, je vais le mettre en point 0 à plat, et je vais faire, ici, je vais le faire une rotation, en animation normale, hein, je parle. Donc une rotation, et une rotation ici. Voilà, je me mets sur le curseur ici, là, et je fais un I. Ça va enregistrer une clé de rotation avec les valeurs. Je vais venir à 50 et je vais faire tourner mon plan d'abord, R, comme ça, et je vais faire un I pour enregistrer cette position là. Donc normalement quand je bouge, vous voyez, le plan il bascule d'un à l'autre avec les clés d'animation standard. Maintenant si je fais Alt A, vous voyez, là on voit bien que ma boule elle reste sur place, elle ne tient pas compte de l'inclinaison de mon plan parce que j'ai pas coché Animated. Alors sur lui il est coché, d'ailleurs je pourrais le mettre type Animated, comme ça voilà, si je le coche, boum, et ça part, il rentre dans l'animation du rigid body et du coup il intervient. Voyez, si je le coche pas, c'est comme s'il restait à plat. C'est-à-dire que l'animation géométrique, on va dire, elle n'est pas prise en compte dans le rigid body. Si je coche Animated, là c'est pris en compte. D'accord. Voilà. Donc déjà, vous voyez à quoi ça correspond cette touche Animated. Et on l'a aussi évidemment sur lui. Animated. Alors là, si je le coche et je relance Alt A, voilà. Comme on a coché ça, évidemment, vu qu'il est fixe au niveau de l'animation, ben, ça bouge plus. C'est pris en compte, mais il n'y a plus de mouvement qui est enclenché. Donc je décoche Animated quand sur une partie qui est active par défaut. D'accord. Donc là, c'est déjà intéressant. Alors vous pouvez avoir un objet qui circule, qui avance, et on verrait qu'il passerait au travers si vous cochez pas Animated, il passe au travers, il n'en tient pas compte, puisqu'il n'est plus en position. Alors que si vous cochez Animated, il va tenir compte de sa position. Là, j'ai fait juste changer la rotation. Donc c'est le même principe. Hein. Sur celui-là. Donc ça c'est vu. Le convexe hull. Alors échappe pour arrêter ça. Quoi d'autre? Le convexe hull, ça c'est la shape. Alors la shape, ça va être la forme de collision. Par défaut, ils en ont mis plusieurs. Pourquoi faire? Pour simplifier les calculs. C'est-à-dire que si vous mettez, si vous avez un plan, il faut mettre une box, c'est l'idéal. Il va prendre la bounding box de l'OG, hein, donc là qui ça va correspondre au plan, et donc du coup, il va y avoir beaucoup moins d'efforts de calcul. Imaginons que j'ai un plan avec 500 faces ou 4096 faces, on va dire, et je mets une bounding box, je mets la box, il va y avoir qu'une box de 6 faces, quoi. Donc on économise au niveau du calcul. Et là, si je fais ça, là, ça devrait coller impeccable, vu que c'est une boîte. Un plan, c'est une boîte, en fin de compte. Donc là, ça marche. Si je mettais une sphère, là, il va prendre la sphère qu'on voit ici, vous voyez, qui correspond à la bounding box qui rentrerait dans la sphère.
Donc c'est énorme, et là il va taper là-haut. Si je fais un Alt A, voilà, vous voyez, il tape là-haut. Donc vous ne mettez pas une sphère sur un plan ou sur une boîte. Vous mettez une sphère que sur un objet qui ressemble à une sphère, ou qui est sphérique. Donc vous essayez, vous voyez le nombre de faces qu'il a, quoi. C'est vraiment une face, c'est des faces assez larges, et à l'intérieur, si vous aviez un objet avec plein de faces, au moins vous économisez du temps de calcul. Donc ça correspond. Après, il y a une forme qui est... alors il y a plein de formes en fonction du cylindre, du cône, et il y a une forme, ça c'est des formes de base, on va dire. Hein, si on met le cône, vous voyez, à plat, il est aplati, la hauteur correspond à la hauteur de l'objet. Si j'avais une boîte, eh ben, le cône il se ferait à l'intérieur de la boîte. Et le convex hull, lui, c'est des formes physiques. Là, il va faire comme si on collait un drap dessus. Enfin, c'est comme le shrink wrap en fin de compte. Ça bouche les trous. Hein, c'est convex hull. Ça bouche les trous. C'est-à-dire que là, pour le coup, ben, sur un plan, ça va le faire bien. Sur un cube, ça le fera bien. Sur quelque chose, une tasse, par exemple, ben, il va boucher la tasse, donc ça ne rentrera pas dans la tasse. Donc le convex hull, il est bien. Sinon, si vous avez une tasse, vous voulez qu'il rentre à l'intérieur de la tasse pour les formes concaves, on utilise le mesh, ça calcule, qui va respecter carrément la surface en mode triangulation, quoi, la surface en utilisant des triangles de votre mesh. Donc là, il va taper sur tous les détails. C'est le plus précis, le plus lourd. Après, vous avez, en fonction de ce que vous choisissez ici, mesh, convection, etc., vous avez des paramètres qui vont changer. Là, je suis en mode déforme. Alors, on peut choisir si on se met au niveau de la déformation par rapport au point d'origine. Ça, c'est par rapport au point d'origine. Si ça prend la base au niveau de l'impact, si ça prend le point final, enfin bon, vous ferez des essais avec ça. C'est par rapport à l'impact, ça aussi. Tout ça, c'est fait pour régler la façon dont les collisions vont rentrer ensemble. Et on a aussi un margin ici qui est la sensibilité, mais normalement c'est la distance qu'il y a entre l'objet et la surface de l'objet qui est tapé. Et vous n'avez pas les mêmes paramètres. Je vais me mettre en mode comme ça pour qu'on voit bien. J'ai carrément enlevé lui, comme ça il ne me gênera plus. Et on n'a pas les mêmes paramètres en fonction du type. En mesh, vous voyez, on a un margin, mais on ne peut pas le cocher. Donc si je fais A, bon, je suis embêté parce que j'ai l'animation qui rentre en jeu. Donc je vais prendre lui. Je vais décocher l'animation comme s'il ne bougera plus. Voilà. Enfin, il ne tiendra plus compte de l'animation, mais je vais arrêter les animations aussi. Alors, échappe, objet, animation, delete keyframe. Je vais faire un delete toutes les keyframes. D'accord. Alt I. Normalement, je pouvais changer tout. Delete keyframe. Celle-là. Et je vais aller sur celle-là aussi. Et je vais faire un delete keyframe. Bon, je pourrais faire un Alt I directement, ça serait plus simple. Voilà. Alt I. Voilà. Ça effacera la keyframe. Donc normalement, si je refais échappe, Alt A, donc là il tombe là. Bon, mon plan il est, je vais le remettre à 0, échappe, Alt R pour le remettre à 0. Donc, hop, voilà, voilà, il tombe juste sur le bord, impeccable. Donc je me remets en vue de face, je veux dire. Donc on voit plus le plan parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Et là, je peux, voilà, on voit qu'il est carrément il s'arrête carrément sur la surface. Vous voyez, on est à 0. Alors je vais essayer de me mettre sur lui, j'y suis, et de voir avec le convex hull, le margin, vous voyez, il n'est pas coché. Alors si je prends le margin, que je le coche, collision margin, là on est à 0,04. Et là on voit que le point de collision il est plus haut, il rediminue, vous voyez, il y a des hop, hop. Là on n'est plus collé par rapport au point 0. On est à 0,04. Si je le baisse, plus je le baisse, plus ça va descendre, plus ça va coller à la surface. Voilà. Alors là, il faut mettre un chouïa au-dessus. D'après ce qu'ils disent, ça évite des bugs, quoi. Ça évite de passer au travers. Et si vous voulez monter, plus vous montez, plus le point de collision il va être pris tôt. Donc on va au-dessus. C'est comme s'il y avait une épaisseur invisible. D'accord. On l'a sur les sphères.
sur tous les objets en fait, compte sur lui et sur là je suis à 0,1, donc ils mettent une petite valeur 4, 3, 2, voilà, sur lui et sur le plan évidemment. Alors le plan par contre, lui comme je disais, si je me mets en 1, voilà, le plan on a un margin, si je le monte là, voyez, on voit là aussi comme ça repousse directement notre histoire. Si je l'avais laissé plus longtemps là, j'aurais le temps de le régler avant qu'il reparte. 250 en bas, voilà, et puis là je peux régler comme ça en direct, ça me permet de régler la hauteur à laquelle il va rebondir. Là lui il continue à courir en bas, et du coup le rebond il se fait bien à cette hauteur là, d'accord. La collision est prise en compte ici, je peux régler là, voilà. Donc ça c'est vu. Le bounciness c'est le rebond, hein, la valeur d'anti-rebond. Alors je suis sur le plan, c'est-à-dire si je monte le bounciness un peu fort, bon, on l'a vu, on a peut-être vu tout à l'heure, je sais pas, bon, j'augmente le bounciness, donc il va rebondir beaucoup plus, parce que le plan renvoie beaucoup plus le système. On peut le faire sur le plan, sur le partie collision, et sur la partie des sphères aussi, qui elle est à fond. Pareil, si je baisse celui, il va beaucoup moins répondre. Donc il faut qu'il y ait les deux, quoi. Hein. Si le plan ne répond pas du tout et que vous en mettez beaucoup sur lui, bah lui va réagir que avec des objets sur lesquels il y en aura. D'accord, vous voyez. Si je mets fort ici et que sur le plan, là il va rebondir beaucoup. Hop, hop, hop. Voilà, ça rebondit. Par contre, si sur le plan, je baisse lui, bah, le plan ne renvoie pas, donc ça bloque. Par contre, s'il y a d'autres objets avec qui ça tape, ça peut rebondir avec les autres objets. Voilà, donc je vais mettre un petit peu. Donc c'est un mix des deux. Hein. Le collision groupe. Alors collision groupe, c'est quand on a plusieurs objets, je vous montrerai tout à l'heure, hein, on peut créer des groupes avec des valeurs différentes, donc on va voir ça. Donc ça c'est pour la partie de base. Maintenant on va faire autre chose, je vais faire échappe, je vais me remettre là, je disais échappe, je vais revenir au début, voilà, en cliquant là, comme ça je suis pas embêté. Alors vous voyez, quand il a fini son calcul, je peux lui dire de se positionner là. Et là, si je passe en mode edit dessus, ouais, mode edit, il est à cette position là, quoi. C'est-à-dire que je peux valider. Par contre, si je reviens en mode objet, est-ce que je peux bouger encore? Ouais, je peux continuer à bouger, mais après le calcul, vous voyez en bas, c'est cuit, quoi. Donc là, je lâche. Hop, vous voyez, ça va direct là. Je lâche, on perd au fur et à mesure, donc il faut relancer le calcul en faisant Alt A. Il faut qu'il aille au bout pour recommencer le calcul, et vous aurez l'opération qui redémarrera du début. Donc je vais laisser faire, comme ça vous verrez bien. Hop là, voilà, ça repart. Donc si vous voulez une position différente, mais ça c'est pas intéressant avec une seule boule, hein, puisque autant le faire à la main, mais on va le faire avec plusieurs. Donc ben là on va dupliquer, hein. Alors je vais prendre ma boule, je vais faire un G, et je vais la mettre ici. Et je vais la sortir. Alors pour sortir, pour arrêter le rigid body, pour quand je fais un Alt A, il s'arrête, eh bien, il suffit de sélectionner l'objet et de cliquer sur rigid body et ça le désactive. D'accord. Alors il y a une autre façon de le faire, c'est de l'autre côté là-bas. Dans le menu en face. En face, vous avez un menu, vous avez un onglet physique. Et dans cet onglet physique, c'est bien pratique quand on travaille avec le rigid body. On a des fonctionnalités bien sympathiques. C'est-à-dire que là, on peut faire activer pour activer, mais il est déjà activé, et je peux faire remove pour le désactiver, et vous voyez, ça le supprime ici. D'accord. Et si je veux l'activer, je le sélectionne et je fais add active. Et ça la rajoute, comme si j'avais cliqué là, et ça me remet les paramètres que j'avais. Donc je vais faire remove pour l'instant. Et je vais, donc là pour le coup, il ne fait plus partie du rigid body. Et je vais dupliquer ma sphère. Donc je vais en faire plusieurs. Donc Shift D. Sur les X. Allez, on répète l'opération avec Shift R. Ok, encore une fois. Je fais un B, je double, je passe en vue de côté, je fais un Shift D en Y. Voilà, et je répète l'opération avec un Shift R. Boum, boum, boum. C'est bien un Shift R, hein. Je mets en Z pour répéter l'opération. Le problème c'est que j'ai dupliqué aussi le soleil. Je fais un A, je fais un B, je supprime le soleil. Enfin, le soleil, les lampes, et je vais X. Je vais les supprimer, il ne me servent à rien. J'ai un B, voilà, et je vais faire un Shift D en Z,
pour en avoir encore plus, et je répète avec le Shift R. Voilà. Pratique. Alors du coup j'en ai une flopée. Je repasse en mode matériel, quoi. C'est pas le mode matériel, c'est le mode solide, qui permet d'avoir une visibilité assez intéressante. Je vais agrandir mon plan. Donc à faire, parce qu'il commence à y avoir du monde. Donc là, si je fais un Alt A, j'ai rien qui va bouger parce que j'ai pas de physique body nulle part. Donc là, comment faire? Ben, j'ai juste à sélectionner toutes mes boules. Donc je vais me mettre en Z. Je fais un B. Voilà, je sélectionne tout. Et je vais faire Add Active. Oui, je fais Add Active. Et hop, toutes elles deviennent vertes. Et toutes, elles ont un rigid body. Même si je les prends séparément, elles ont toutes un rigid body. Elles ont exactement le même d'ailleurs rigid body. Convex Hull, en déforme, dynamique, active. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi si je veux qu'il y en ait une partie qui soit pas pareille. Bon, on verra ça après. Donc là, si je peux le faire. Je peux vous montrer. Là par exemple, si je veux en supprimer qu'une partie, je peux faire un B, sélectionner une partie et faire Remove. Donc toute la partie là, là elle est passée en passive plutôt parce que j'ai cliqué sur passive, vous voyez, elles sont passées toutes en passive. Si je les mets en active, elles deviennent toutes actives. Si je veux les enlever du rigid body, je fais remove et elles s'enlèvent tout du rigid body. C'est comme s'ils avaient toutes pris une par une et que j'avais décoché le rigid body. On ne peut pas faire ça en les prenant toutes une par une en mode objet et en décochant parce qu'on va décocher que celle qui est active, la dernière qui est sélectionnée. Ou alors il faut joindre l'ensemble, passer en mode edit, joindre l'ensemble, désactiver le truc, passer en mode edit et les séparer. Bon, c'est plus simple de faire ça, de sélectionner tout, de faire remove. Vous voyez, vous avez le add pour les créer en active, en passive pour le plan par exemple des objets, et le remove pour désélectionner le rigid body. Ça c'est déjà pas mal. On peut changer les shapes aussi, de toutes celles qui sont sélectionnées. Donc là elles sont pas en rigid body, donc je vais faire add active. Je vais mettre une shape pareil à toutes, je vais mettre sphère par exemple sur toutes celles-là. Je vais changer la masse, on peut changer la masse aussi. Alors là il y a des masses qui sont présélectionnées, prédéfinies en fonction des matériaux. Donc ça correspond, la masse c'est la valeur qu'il y a dans masse, c'est une valeur qui correspond à un coefficient entre le volume de l'objet et l'action par rapport à la gravité. Donc c'est des trucs déjà tout prédéfinis. Par exemple de la brique pressée, voilà. Prendre la brique, si je prends brique PC, on voit il me met 390. Donc c'est un rapport, un coefficient de poids par rapport au volume des objets. Donc, alors que les autres sont tous à 1. Copy from active, alors ça je vais vous montrer juste après. Appliquer transformation, c'est pour après aussi. Et bake tout qui est frame, ben, on verra après aussi. Je ne sais même pas si on le verra lui. Donc du coup, toute cette partie-là, je l'ai définie avec mes paramètres. Et la partie d'à côté qui n'était pas définie, ben, elle a encore les anciens paramètres. Donc je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et je vais, par exemple, si je veux en changer qu'un, qu'une partie, ben, je sélectionne que la partie que je veux changer, et puis je lui change les paramètres à la volée, et ça les change tous. Voilà, donc c'est bien. Maintenant, si je fais Alt A, j'ai plus de plan. J'ai plus de plan, fais voir, Alt A. Ça part, s'il est encore là le plan, vous voyez. Il est encore là, mais je ne le vois pas. Pouette. T'as pas fait un H et Alt H? Oui, non, c'est parce que je suis en Z. Regarde. Okay. C'est mieux en Z. Alors, quand on regarde, maintenant, si je fais Alt A, je lance l'animation. Il faut qu'il aille au bout. Tagada, tagada. Et ça va partir. Voilà. Là, il y a tout qui part parce que j'ai le plan qui est en dynamique. Je vais sélectionner mon plan. Enfin, il est en dynamique et puis il est en passif. Donc, je vais mettre en dynamique actif, je vais mettre en passif. Et je recommence. Alt A. Alors, il ne voit pas les boules parce qu'elles sont à 10 km en dessous. Elles vont continuer leur animation. Et ça va redémarrer quand je partirai à 0. Voilà. Ça part et boum, mes boules elles tombent, elles s'écrasent, elles roulent. Et elles s'étalent comme elles veulent. D'accord? Elles finissent par tomber évidemment. Sympa, hein? Sympa. Sympa parce que là l'animation est terminée. Et moi si j'avais eu envie de mettre ces boules dans une position quelconque qui me plaise là, eh ben, j'ai plus qu'à arrêter mon animation en cours, hein, en faisant stop, là, en faisant échappe, et puis là je choisis
le point qui m'intéresse. Genre, on va dire celui-là. Je me dis, tiens, ça serait pas mal pour faire un tas de ballons. Hein, et je dis, ça c'est pas mal. Et là, si je passe en mode edit, elles sont là, mais par exemple, si je fais tab, je suis en mode edit, tout est éditable, évidemment, mais si je relance un Alt A, le calcul va continuer à se faire. Ça va relancer le calcul. Donc moi, si je veux pas que ça relance le calcul, ben, je sélectionne tout, hein, je peux passer en Z, je sélectionne tout, et je fais applique transformation ici. D'accord, sur le côté. On l'a ici, on l'a aussi ici. Dans objet, en bas, animation, non, c'est pas ici, applique plutôt. Et là on a applique, non, on n'a pas applique transformation. Bon, je crois que c'était là qu'on avait. Bon, de toute façon, on l'a sous le coude, donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. En fait, compte le applique transformation a pour effet de supprimer tous les rigid body, à mon avis. Si je fais applique transformation, ça ne supprime pas, mais en tout cas c'est appliqué. La transformation visuelle de l'objet à ces données, voilà, tout est appliqué là. C'est-à-dire que là, normalement, si c'est le point, ça devient le point 0. Si je fais Alt A, voilà, c'est le point 0, c'est-à-dire qu'elle démarre comme ça. On va laisser continuer jusqu'au bout. Il ne devrait pas démarrer en haut là. Voilà, elle démarre comme ça maintenant. Vous voyez, c'est son point de démarrage. D'accord? Alors que tout à l'heure, elles étaient au-dessus. Donc ça peut faire un... Et du coup, quand vous appliquez, après vous pouvez supprimer le rigid body en faisant un remove. Et en faisant un remove, ici, comme elles sont toutes sélectionnées, vous garderez la forme que vous avez. Il n'y aura plus d'animation non plus qui sera en cours. Donc là, on se dit, tiens, voilà, je vais faire échappe pour arrêter l'animation. Je vais dire finalement, en partant de là, gentiment, voilà, ici c'était très bien. Je vais mettre en mode Z. Ici c'était très bien pour ma forme. Donc là, je vais faire un remove maintenant. Je vais faire applique d'ailleurs la transformation pour appliquer pour que ça soit le point 0. Et je fais un remove du rigid body. Et comme ça, je suis sûr que ça les a enlevés à tous. Voilà, j'ai plus de rigid body enclenché. Et là, si je fais un tab, j'ai tous mes objets qui sont disponibles séparément. Une chose intéressante à voir, je vais essayer de faire des CTRL Z pour remonter en arrière. Si j'y arrive. Ouais, ça marche. Super. Alors, une chose à voir, c'est que, si je fais Alt A, c'est que là, vous voyez mes sphères. Alors c'est bien parce que même pendant l'animation, on peut regarder ce qui se passe en dessous. Mes sphères ne passent pas au travers. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de remettre le plan en mode passif. Voilà. Je recommence. Alt A. Faut être patient, hein. Faut être patient. C'est vrai qu'au début, vous pouvez réduire un petit peu la durée là, c'est pour que ça. Bon, marquez, ça va vite. Hein. Voilà. Là, vous voyez, mes sphères, elles sont. C'est pas très violent et elles passent pas au travers. Il y a parfois, on se retrouve avec les sphères qui passent au travers. Pourquoi? Si je regarde mes petites sphères là, que je sélectionne tout, voilà, je m'aperçois que l'origine, évidemment, la collision se fait en fonction de l'origine et de la shape qu'on y a mis là. Chaque petite sphère c'est une sphère pour celle-là, et puis là c'est un convexe hull. Les deux marchent aussi bien l'une que l'autre. Bon, ça correspond à la shape, et cette shape, enfin la collision est calculée en fonction du point de l'origine qu'on avait dit tout à l'heure au niveau de la déformation. Soit c'est sur la base, soit c'est sur la déformation qu'on a choisi au niveau de l'objet, déformation clé de forme quoi. Hein, si vous avez mis des clés de forme sur votre objet, ça va tenir compte de ça. Soit c'est le final qui va tenir compte de tous les modificateurs que vous avez enclenchés, etc. Bon. Soit la base, c'est la base de votre objet avant toute modification, tout modificateur et toute clé de forme qui pourra avoir déformé dans le visuel que vous avez là, quoi. Donc là, moi j'utilise le déforme qui tient compte des clés de shape, etc. Et on peut même utiliser final d'ailleurs pour moi. Enfin, c'est pas bien grave ça, vous ferez des essais en fonction. Si vous voyez que ça tape pas tout à fait comme il faut, vous pouvez utiliser en fonction des modificateurs que vous utilisez derrière. Si vous utilisez des modificateurs, utilisez le final à la limite, c'est pas plus mal. Sauf que là, chaque fois, il va tenir compte du modèle le plus complet, le plus complexe que vous avez de chaque petite forme là. Hein, si on utilise le final, ça calcule tout avant de calculer le contact. Pouf. Alors ça c'était surtout avec le mesh, avec le convexe hull, ça changera pas grand chose. Enfin si quand même un peu. Enfin bon. Bon, c'était pas pour ça que je voulais vous dire. Oui, c'était par rapport au point d'origine. Le point d'origine il est là, au centre en principe,
souvent s'il tient compte du centre du mesh pour faire le calcul de collision avec le point d'origine. Mais si vous avez les points d'origine qui se baladent, genre je sélectionne, on va le faire, hein, je vais faire un Z, je sélectionne mes petites sphères, B, je fais un CTRL A. Et je vais dire, fais-moi une réinitialisation sur la location. Voilà. Donc je me retrouve avec la moitié de mon maillage qui a le point d'origine à 0. Et l'autre moitié, alors là ça va pas du tout ce que je vais faire. CTRL Z. Je mets là. Ils sont là. Ok, si je fais un Alt G, est-ce que j'ai le... Attendez, je vais désactiver le rigid body. Et là, toutes mes petites sphères, je vais faire un CTRL A. Et je vais dire location. Voilà. Donc toutes mes sphères, elles sont mises à 0 au niveau de leur point d'origine. Hein, j'ai réinitialisé tout à 0, donc il n'y a plus les points d'origine sur chaque shape de chaque petite sphère. Là, si je rajoute à mes petites sphères, je rajoute un active. Comme ça, elles deviennent toutes des... Regardez le même truc, active, dynamique, ok. Et regardons comment ça se passe maintenant. Si je lance mon Alt A. Je vais lancer mon Alt A, il va finir le calcul. J'espère que lui, il n'est pas en actif. Non, il est en passif, c'est très bien. Quand tu arrives au bout, ça va partir en calcul. Ça tombe. Et là, ça part. Ma foi, ça marche bien, mais regardez comment elle se comporte. Ça tire beaucoup plus. Elle bouge. Bon, ça peut passer au travers. C'est un peu bizarre, vous voyez comment elles réagissent? Elles sont parties vers le centre. Et c'est parti en travers. Elles réagissent par rapport au centre. Elles sont comme tirées vers le bas. Vous voyez? Le travail. Et là, quand vous faites ça, c'est parce que les origines des sphères ne sont pas placées au centre des objets, au centre des mèches de déformation, des shapes de déformation. Et du coup, ça y fait... je vais me mettre en Z pour que vous voyez tout. Alors, c'est peut-être pas en Z qu'il faudrait que je me mette pour qu'on voit bien les... Comment je peux me mettre pour voir les origines se balader en même temps? Il faut que je les sélectionne, tout simplement. Alors, je vais faire un A. Je vais faire échappe. Je vais faire un Z. Je vais faire un B. Hop, je vais les sélectionner. Comme ça, j'ai tout sélectionné. Et je vais faire un Alt A. Et là, on voit les petites origines qui se baladent et qui se réparpillent un peu partout. Et là, on a de la chance parce que normalement, une fois sur deux, si c'est beaucoup plus loin, une fois sur deux, les origines elles se mettent à s'attirent tellement que ça part vers le bas, quoi, et ça passe au travers. Donc on se retrouve avec des billes qui passent carrément au travers à cause de ce genre de... Là, c'est parce qu'ils sont un petit peu décalés, vous voyez. Donc ils cherchent à se retrouver le nuage. Alors c'est joli, mais ça fait pas du tout ce qu'on veut. La solution, c'est de ramener les origines au centre des mèches de déformation des shapes. Donc échappe. Et puis là, tout est sélectionné. Je vais faire ici dans Tool. Je vais aller sur cette origine. Et je vais dire origine to géométrie. Et qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas fait ce qu'il fallait. CTRL Z. J'ai fait l'inverse. Non, mais j'ai dû faire ce qu'il fallait. Mais origine to géométrie, j'ai dû me tromper. CTRL Z. Alors, je disais cette origine. Alors, je vais faire un remove déjà du physique. Voilà, je les enlève. Et là, je reviens ici. Et je vais faire cette origine to géométrie. D'accord, même je peux faire au centre des masses, mais origine to géométrie. Voilà, donc chaque petit objet va se retrouver avec son origine qui correspond à sa géométrie. Et du coup, la traction va se faire de façon bien meilleure. Là, je peux maintenant revenir dans le physique et remettre un active dessus. Là, c'est bon. Et si je relance, on se retrouve avec ce qu'on avait tout à l'heure. Après un petit tour. Pas mal, hein. Il faut juste en tenir compte de ça. Sinon, vous allez avoir des petits soucis, genre des boules qui passent au travers, des trucs comme ça. Et voilà. Et je recommence. Échappe. Je vérifie pas une fois. Et c'est cuit. Allez. Passif.
Bon, ça c'est vu. Après, il y a quoi? La friction, on a vu, ça c'est vu. Ben, on va pouvoir faire tourner le plan avec plein de boules. Est-ce qu'elle a... J'ai pas de repère sur le plan. Donc là, ça va partir dans tous les sens, ça tombe. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon. Maintenant, si je veux que ça tombe encore... Bon, je vais le laisser comme ça, mais si j'avais fait tourner le plan, c'était pareil, on avait la même chose que tout à l'heure. Toutes les boules seraient parties dans tous les sens. Donc là, ça allait. Il y avait quoi d'autre? Ah, le collision groupe. Collision groupe, c'est pareil. Même système. Vous pouvez définir des groupes de collision. Genre, comment faire ça? Z, je mets un Z. Je vais faire un B. Je vais sélectionner cette partie-là. Voilà. Toute cette partie-là. Et je vais la mettre ici. Tout simplement en cliquant sur ça. Et toute cette partie-là va être dans ce deuxième groupe de collision. Et toute la première partie sera dans le premier groupe de collision. Alors ça a pour effet quoi? Eh ben, vous allez voir, il va y avoir des collisions qui vont plus se faire si on joue, mais c'est peut-être pas ici. Alors on va voir ça. Si je fais un Alt A, alors Z, Alt A. Vous allez voir. Là je suis sur le collision groupe numéro 2. Voilà, ça tombe. Et il y a tout qui passe au travers. Et si je mets collision groupe numéro 1 maintenant, là, ça va rentrer en contact, sauf la partie qui est dans collision groupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lui, ce que j'avais lui sélectionné. Lui, il est sur le collision groupe numéro 1, le plateau. D'accord? Je vais créer un deuxième plateau. Shift A. Alors, je vais me mettre en mode OG. J'y suis pas. Là, j'y suis. Échappe. Shift C. Voilà. Shift A. Je vais créer un nouvel objet, un plan. S. Pareil. Que je vais descendre. GZ. Je vais le mettre en dessous. Et je vais lui mettre un rigid body. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en mode rigid body. Ah, j'ai fait un constraint, c'est pas la constraint que je vais faire. Rigid body et en passif. Par contre, ce rigid body là, je le mets sur le collision groupe numéro 2. Ici. Lui, il est sur le groupe 1, vous voyez. D'accord. Et là, au niveau de mes boules, je vais faire Z. Alors, je vais faire A pour désélectionner le plan, sinon je vais faire comme tout à l'heure. Et là, au niveau de mes boules, je vais prendre un B. Et je vais sélectionner la moitié là. Et celle-là, je vais la mettre sur le 2. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai bien celui-là qui est lui sur le 2, je vais le mettre sur le 1. Le plan là sur le 1. Cette boule là, elle est toujours sur le 1. Pourquoi ça m'a changé? C'est cette histoire. Et lui, il est bien sur le 2. Lui, il est sur le 1. Lui, il est sur le 1. Et A, B. Et ceux-là, je les mets sur le 2. Voilà. Si je fais un A maintenant, tac, il reste sur le 1. Ouais. Ouais. Pourquoi il reste sur le 1? C'est une duplication. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Normalement, je fais un B. On va faire le test. Hop, hop, hop. Je viens là. A, B. Je sélectionne tout ça. Et je vais enlever. Change shape calculate. Je n'ai pas la collision là. Non. Je vais faire remove pour l'enlever de. Parce qu'il était dans le truc. Donc je l'enlève du rigid body, toutes ces boules là. Je me mets sur le groupe numéro 2. D'accord. Et je vais faire Act Directive sur celui-là. Normalement, il est bien sur le 2. Si je clique là, là, ces groupes, tous ceux-là, sont sur le 1. Et celui-là, il est sur le 1 aussi. Mais à mon avis, il est pas... on va vérifier ce que ça donne. Je vais faire un Alt A. Non, ça tombe bien. Alors pourquoi il reste sur le 1? On voit de toute façon que les boules du 1, vous voyez, elles passent au travers. Attends, échappe.
points. Normalement, ça aurait dû fonctionner beaucoup mieux que ça. Je vérifie. Je pense parce que c'était des duplications. On va faire un S pour lui. Donc lui, il est bien sur le 2. C'est bizarre que j'arrive pas à le basculer sur le 2. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Margin, actif, faut peut-être le... Bon, on va reprendre. B. Je prends ça. Et je vais le mettre sur le 2. Je vais le mettre sur le 3. Voilà. 3. Lui 1. Et lui il reste 1. Donc il prend pas. B. Alors je vais mettre sur 2. Je veux qu'il soit là. Pourquoi ça passe pas? Dynamique, animated. Passif. Actif. Bon là il est bien. Si je fais un test, on va rester collé dessus comme ça avec lui en 2. Et en sachant que lui est en 1, lui est en 1 et lui est en 2. Alors, lui est bien en 2. Et lui il revient en 1. Je comprends pas pourquoi il revient en 1. B. Je comprends pas pourquoi il revient. Parce que c'est... il doit y avoir une histoire d'objet qui a gardé les datas. Il doit rester lié avec le lien. On va voir quand même en lançant Shift A à l'animation. Et oui, il reste en 1 puisqu'il il colle avec le 1. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que lui, il colle avec... voilà. Je vais vérifier un truc. Voilà. Donc normalement, ce qui est en 1, il devrait passer au travers du 2. Voilà, vous voyez, il passe au travers du 2. Toutes les boules qui passent au travers du 2, c'est parce qu'elles étaient en 1, mais là, il y en a quelques-unes qui restent sur le... qui ont bien pris le 2, le collision groupe 2, et qui interagissent avec les objets qui sont dans leur même groupe. Et les objets qui sont que dans le groupe 1, eux, ils passent au travers de la plaque. On voit. On va voir là, vous voyez, il y en a qui passent au travers parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Alors, j'ai pas capté trop pourquoi ils passent pas tous. Ils n'ont pas du tout ce pouvoir. Ah, je pense que le changement du collision groupe, oui, d'accord, autant pour moi. D'accord. Alors là, c'est peut-être à revoir au niveau de la programmation. Ça serait intéressant, du moins. C'est que les objets au niveau du collision groupe, quand on les sélectionne, ils changent pas de. On peut pas tout changer d'un bloc. C'est évident. Donc c'est évident maintenant que je m'en suis souvenu. C'est-à-dire que si je veux passer toute cette partie-là en collision groupe numéro 2, donc je reviens ici, pour qu'il passe au travers de la plaque 1 et qu'il s'arrête sur la 2 ici, il faut que soit je les sélectionne un par un, soit je fais une propagation d'un objet qui est déjà en collision groupe. Donc je fais ça, je sélectionne tout, je lui dis vas-y mets-toi en 2 là, voilà en 2. Et là, c'est l'objet, le dernier objet sélectionné, c'est l'objet primaire en fin de compte, c'est l'objet, comment on dit, c'est l'objet actif qui va être en collision groupe 2. Donc il faut faire une copie format active, de façon à ce que tous les objets qui sont sélectionnés récupèrent la collision groupe 2. Je clique un coup dessus, voilà, ça a remonté l'objet actif à toute la sélection. Donc maintenant, toute ma sélection est en groupe 2, enfin. Et là, si je clique n'importe où sur un de ces petites boules là, voilà, ils sont bien en 2. Et lui, il est en 1. Bravo. Bon, on va se mettre là. Il est en 1, d'accord. Et donc maintenant, si je lance mon animation, moitié va rester bloqué, l'autre moitié va passer au travers. Alors naturellement, lui, il est pas tombé parce qu'il doit y avoir un truc d'actif qui n'est pas enclenché. Ça a dû changer quelque chose. Non, c'est parce qu'il n'est pas tombé. Donc on a bien deux groupes différents. Si je reviens en Z ici et je resélectionne, il faut bien vérifier les paramètres. Alors A, B, je resélectionne toutes les deux rangées là. Voilà, ces deux rangées là, seulement ces deux rangées là. Donc la dernière sélectionnée, je vais le mettre en collision groupe 2 pour lui. Et je vais faire alors collision groupe 2, actif, dynamique, avec une masse, le convexe hull, le bounciness 2, et ça c'est bon. Et je vais faire un apply transformation, non, un copy from active. Voilà. Donc là normalement c'est bon. Il n'y a pas de raison. Si je fais Alt A, tout doit tomber, sauf que la première partie s'arrête en haut, et la deuxième partie s'arrête en dessous. Donc on voit bien l'effet des collisions.
parfois c'est un petit peu aléatoire le truc, hein. Je vais faire désélectionner tout. D'accord, on a bien la moitié qui passe au travers. D'accord. Donc là, on voit l'intérêt des groupes. On en a 20 des collisions groupes, hein. Donc on peut avoir 20 groupes différents, et dans ces 20 groupes, on peut avoir des parties qui rentrent en collision entre elles et pas d'autres. Vous pouvez faire un objet avec un mur, une balle qui traverse le mur sans le toucher, parce que vous ne voulez pas que ça impacte, et puis derrière il va exploser quelque chose d'autre, et s'il continue, il ne touchera pas le troisième mur. Donc vous pouvez jouer sur vos effets. Donc là on voit bien le travail. Pas mal. Donc vous avez 20 groupes. Ça c'est pas mal. Après au niveau de ce qu'on voit ici, je vais pousser le bounciness. Alors je sais pas sur lequel je suis, il n'y a rien de sélectionné. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que je fais échappe, je vais sélectionner tout, je vais faire un Z ici, je vais prendre toutes mes boules là, B, voilà. Alors le truc c'est que quand je sélectionne tout, que je modifie un paramètre ici, ça le modifie que sur celui qui est actif. Alors je fais attention de ne pas sélectionner les plans en dessous, tant qu'à faire, sinon je vais avoir des problèmes aussi. Et là, si je veux monter par exemple le bounciness sur l'ensemble de mes boules, enfin de tout ce qui est sélectionné, et baisser un peu la friction, ben pour que ça soit actif sur l'ensemble de mes boules, il faut toujours refaire pareil, applique, pas transformation, copie from active, il faut faire. Copie from active. Et ça copie tout sur les autres. Donc là, je peux rester comme ça avec les boules sélectionnées, comme ça je vais pouvoir changer tous les paramètres en 2 clics. Je fais Alt A. Voilà, et comme j'ai monté le bounciness, le premier il doit être à 0, il y a une partie qui va rebondir et pas l'autre. Ils sont tous sur le 2, donc évidemment, je les ai tous transférés sur le 2, donc bon, ça agit sur le 2. Donc là, ça éclate bien. J'aurais dû en prendre que la moitié pour le faire agir sur la moitié. Échappe, bon, on va refaire. J'ai tout pris évidemment. A, B, ça, ici, ça me les a tous pris. Je vais le mettre sur le 1 lui, et j'applique forme active, copie forme active, hein, pas applique. Et je refais CTRL A. Et ça va recalculer, il y en a la moitié qui va s'arrêter en haut, l'autre moitié qui va passer au travers. Donc c'est le même truc, c'est la même chose, et on peut juste vérifier une chose. Vous allez voir, c'est parti, la moitié, et ça éclate, donc c'est rigolo. Après, vous pouvez jouer sur l'amortissement de tout ça ici. Alors, vous avez le damping, c'est l'amortissement ici en translation et en rotation. Là, il est faible, donc il amortit pas beaucoup. Par contre, vous allez voir que si je veux amortir, j'augmente le damping. Alors pareil, hein, ça ne le change que sur celui qui est maître. Donc là, en l'occurrence, ça va me le changer que sur la deuxième partie, à la limite, sur celle-là, puisque je l'ai changé que cela, sinon ça va me répéter l'opération à tous. J'augmente le damping, et je vais faire un applique form active. Non, c'est pas applique, c'est copy to active. Form active. Voilà. Là, il va recalculer le truc. Et sur la deuxième partie, vous allez voir, celle du haut, donc, elles vont beaucoup moins rebondir. Parce que j'augmente le damping. C'est l'amortissement. Regardez-les. Vous voyez, alors que les autres éclatent, là, moi, j'ai un gros amortissement là. D'accord? Parce que j'ai appliqué que sur celle du haut. Et pareil, on peut limiter la rotation. Si elles se mettent à tourner beaucoup, ben on peut les verrouiller en rotation. Et les amortir. Après, il y a la désactivation ici. On peut augmenter. Alors, je vais diminuer le damping. Hop, je réapplique. Je fais copie from active. Je suis désolé de dire applique chaque fois. Je vais vous planter à cause de ça. Donc, c'est bien copie from active. Donc, je vais enlever le damping. Donc, ça va se remettre à rebondir. Et ici, on a la désactivation qui permet de désactiver le calcul de physique quand on arrive en dessous d'une certaine vitesse linéaire ou d'un certain angle de rotation. Il faut que les deux soient descendus en dessous du niveau pour que ça marche. C'est-à-dire que si la rotation tourne encore au-dessus de 0,5, ça ne va pas le désactiver. Si la vitesse est encore au-dessus de 0,4 mais que la rotation est en dessous, ça ne va pas désactiver non plus, donc il faut que les deux le soient. Donc je vais monter par exemple l'angle de rotation assez haut, comme ça au moins je serai sûr que ça, dès que je vais bouger la vitesse,
ça va le faire. Donc là, vous voyez, ça bouge pas, même si la rotation elle descend. Par contre, dès que je vais arriver au-dessus d'un certain niveau, je vais mettre à 2 mètres, 2,7 mètres secondes. Hop, hop, hop. Alors là, ça fait pas encore, ça bouge trop vite. On va dire en dessous de 10 mètres secondes. Alors à mon avis, ça va pas aller bien loin. Si je fais ça, ça va se figer en l'air. Bah, ça va vite encore. Hein. Alors la rotation, on va laisser à fond. Et lui, on va se mettre à 30 mètres secondes, à mon avis. Ah. Oui, suis-je bête? J'ai pas encore appliqué ça à tout le monde. Donc à mon avis, j'étais peut-être un petit peu trop rapide là. Il faut l'appliquer à tout le monde. Sinon, je l'applique que à l'objet maître. Alors je vais le mettre à 10. Et on fait... Alors ça va être que ceux qui sont sélectionnés. Hein. Copy from active. Voilà. Et celle du haut, vous allez voir. Dès que ça va descendre en dessous... Voilà, tac. Dès que ça descend en dessous de 11 mètres secondes, là, elle se bloque. Elle se fige. L'animation s'arrête, tout simplement. Voilà. Donc là, elles arrivent à cette vitesse-là, en dessous de 11 mètres. Les autres, elles ne sont pas touchées, elles, donc elles continuent à bouger. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Si je monte beaucoup plus haut, elles vont carrément s'arrêter en pleine explosion. Hein. Alors, je vais faire copy from active. Voilà. Là, 40 mètres secondes, à mon avis, je ne sais même pas si elles vont faire la descente. Si. Tac, vous voyez. Donc, on peut faire des... Bon, ça c'est surtout fait pour arrêter les calculs. C'est-à-dire que là, tous ces objets-là, ils ne calculent plus, donc du coup, c'est moins lourd pour l'ordinateur. Donc évidemment, vous pouvez dire, ouais, bah, arrête de calculer dès que ça descend en dessous de 1 mètre seconde, c'est pas la peine qu'il calcule. D'accord. Ou pour les rotations, pareil. Voilà. Si c'est les rotations que vous voulez jouer, ben, il faut augmenter la vitesse linéaire, de façon à ce que, quelle que soit la vitesse linéaire, il joue là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc ça c'est bon. Merci. On boit un coup. Donc ça c'est vu, ça c'est bien. Autre chose, il y a quelque chose, alors tenez compte quand même, c'est toujours l'objet qui est sélectionné et il faut transférer ça en activation. Alors les applications quand on applique d'accord, le bake to keyframe, ça c'est quand on veut utiliser keyframe, je ne vais pas en parler parce que je ne maîtrise pas tout simplement. Et le rigid body constraint, je ne vais pas en parler tout de suite parce que ça demande une vidéo à lui tout seul, on va dire. Donc on fera les keyframes avec lui en même temps, s'il faut. Il y a autre chose à montrer, c'est ici. C'est dans le monde de la scène. Voilà. Dans la scène, ici, vous avez une partie du rigid body. Enfin, si je ne me trompe pas, je suis dans la scène là. Ou c'est dans le monde? Ambiance... Non, c'est bien dans la scène. C'est dans la scène. Dans la scène, je vais écarter un petit peu pour y voir un peu mieux. Voilà, vous avez la gravité, donc en x, y, z, qui fait moins 9,81 mètres secondes par seconde, ce qui est la gravité normale. D'ailleurs, on pourrait se mettre en métrique ici pour avoir les mètres. Voilà, mètres secondes au carré, mètres secondes par seconde. Et là, vous avez le rigid body word. Si je décoche rigid body word, dans ma scène, il n'y a plus du tout de représentation de l'animation de rigid body. Hein, il faut qu'il soit coché au niveau de la scène. Donc quand vous avez beaucoup d'animations qui tournent et que vous avez un rigid body qui travaille au milieu, vous pouvez très bien le décocher ici. On a autre chose quand il est coché. On peut ici supprimer un rigid body. Là, vous voyez, j'ai un rigid body word et un rigid body constraint. C'est deux rigid body qu'on peut avoir. On peut supprimer le rigid body word ici. Alors constraint, je peux le supprimer, j'en ai pas appliqué. Donc même si je le supprime, ça crée rien. Et par défaut, il en crée un ici. Et là, si je vais ici, que je supprime le rigid body word, ça me supprime aussi mon animation ici. Carrément, elle est plus pris en compte. Par contre, je peux venir ici et aller chercher les rigid body qui existent, les mondes pour réactiver le système. Donc je reprends lui au niveau du word, et du coup ça reprend le chemin. On peut aussi accélérer ici, accélérer la vitesse de notre rigid body. Genre si j'avais un plan, ce plan là par exemple, et que je mettais dessus, alors je vais arrêter, et je mettais dessus par exemple
une rotation. Alors on va dire une rotation à 0 ici. Je pète et je suis au point 0, je fais un i. Pour mémoriser ça, je vais faire une petite animation. Je vais bouger mon truc ici. Voilà. Je fais une rotation de mon plan. R, X, comme ça. Et je fais un i. Pour mémoriser cette position-là. Donc normalement, voilà le plan en animation normale, il fait ça. Et pour que ça fonctionne, il faut que mon plan, au niveau du rigid body, que animation soit bien coché. Sinon, c'est pas pris en compte dans le rigid body. Je reviens au niveau de la scène. Voilà. Et je relance. Alt A, donc je vais avoir des rotations qui vont se faire. Une vitesse de rotation et les boules qui se mettent à glisser dans tous les sens. La partie du dessus, plus celle qui est trop lente, qui reste figée en l'air. Donc là, on va regarder une deuxième fois. Vous voyez, hop, ça tombe et ça bouge. Maintenant, on peut accélérer aussi ici la vitesse du rigid body, qui n'est pas dépendante, enfin qui n'est pas attachée à la vitesse de l'animation en bas. Donc du coup, si j'augmente, là je suis à 1, donc ça doit correspondre à une... la vitesse est la même que celle de l'animation. Si je fais x2, ou si j'augmente à x2 par exemple, le rigid body, quand il va travailler, il va aller 2 fois plus vite que la vitesse de mouvement en bas. Donc du coup, le plan il n'aura pas beaucoup tourné et les boules auront déjà touché. Vous voyez, elles ont déjà toutes touché avant elles sont passées au travers avant que le plan bascule. D'accord, donc on peut ajuster un petit peu ici. À mon avis, c'est pas trop conseillé. À mon avis, il faut mieux calculer bien les choses avant de le faire. Mais ça permet de faire des petits ajustements. Hein, vous voyez, ça c'est rigolo. Si je vais très très loin au niveau de la vitesse, ça va aller très vite. Un petit dernier essai. Ça va faire poum. Voilà, voilà. D'accord, c'est très rapide. Donc je reviens et pareil, on peut ralentir le système à 0,5 si on veut. Après, le nombre de pas par seconde, alors déjà le nombre de pas par seconde, là il a 60 étapes par seconde. Donc à chaque seconde, il va calculer 60 étapes de positionnement, quoi, et d'activité, de collision, etc. Donc ça fait des gros calculs. Et en plus, à chaque itération, il va faire 10 calculs de contraintes, etc. par pas de simulation. Donc plus c'est haut, plus c'est lent en calcul, plus c'est précis, et pareil aussi au-dessus. Là vous voyez le résultat. Si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, vous montez, hein, c'est tout. Donc c'est pas mal. Le split in plus, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? Réduire la vitesse supplémentaire. Ah oui. Oui, ça c'est quand, voilà. Ça c'est quand ça part, vous voyez, boum, ça explose beaucoup. Il y a des, comme ils expliquaient, si je remonte un petit peu, quand la vitesse elle descend fort, au moment de la collision, parfois ça provoque des rebonds trop violents, parce que la balle arrive trop vite, quoi. Et là, en split impulse, ça peut créer des bugs d'après ce qu'ils disent. Ça amortit la vitesse juste avant la collision, donc du coup ça part beaucoup moins en explosion. On le voit là d'ailleurs, c'est peut-être plus naturel. Si vous trouvez que ça explose trop et que vous ne réglez pas trop le bounce, etc., vous pouvez l'amortir un petit peu ici. Ça peut être plus naturel, ça peut être sympa. Donc à savoir qu'ici on le joue, mais ça va jouer sur toutes les animations de rigid body. Enfin, en tout cas sur celle-ci. On n'en voit qu'une à la fois, donc c'est le World rigid body, hein. Si vous en avez plusieurs des mondes de rigid body, vous devez pouvoir en créer plusieurs. Alors après il y a le rigid body cache qui mémorise qui garde en mémoire l'animation de rigid body. Vous pouvez choisir ici, comme avec le soft, avec les fringues, etc. Avec les animations normales, je veux dire, on peut choisir ici le début et la fin de calcul de l'animation. Genre, je peux l'arrêter à 200 ou à 100. Voilà, et là il va s'arrêter de calculer à 100. Même si la timeline continue à travailler, après il peut y avoir des animations qui courent plus loin, le rigid body lui il s'arrête à 100, quoi. Vous voyez, ici il s'arrête. Tac. Alors que la timeline continue. Ok, après le bake, pareil, on peut baker notre rigid body pour sortir les animations vidéo, enfin, comme on fait habituellement, quoi. Ça c'est valable pour toutes les animations. Et pareil aussi, au niveau du rigid body, il y a les champs de force, etc. sont pris en compte. Je pense qu'on verra ça une autre fois, mais un peu comme les particules, on a les mêmes effets. On peut augmenter la gravité,
mettre des champs de force des turbulences, etc. pour rajouter des parasites sur comme pour les clauses, etc. pour faire voler pour donner des impulsions supplémentaires et faire changer les réactions naturelles. Donc ça, on verra certainement dans une autre vidéo des essais. Et le mode simplifie, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le rigid body. Donc c'est quand même intéressant d'aller faire un tour du côté de la scène pour compléter l'opération. Donc vous voyez, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Ça peut être rigolo. Juste, je vous ai pas montré le convexe hull. Je vais l'arrêter là. Je vais prendre ce plan-là, puisque c'est celui du dessous. Et puis je vais passer en tab. On va y mettre un W. Je vais subdiviser. Subdiviser. Pleine fois. Ici. Boum. Je vais m'attraper ça. Le point central en mode connecté. En mode comme ça, ça va très bien. G, Z. On va faire quelque chose de plus, de creux. D'accord. On va faire quelque chose de convacave. Je descends lui, G en dessous. Ça ne m'embêtera pas. Voilà. Puis à la limite, je pourrais faire pareil avec lui aussi. Enfin bon, on va voir. Donc je fais quelque chose de concave. Et pour que je n'ai pas de problème avec lui, il faut que je mette du convexe hull à sa forme. Alors pas du convexe hull, là c'est du convexe hull, comme il est concave ça va pas marcher. Il faut que je lui dise, mais on va faire l'essai tout de suite. Je vais lancer, Alt A. Vous allez voir, hop, ça tourne, mais il reste quand même sur la surface. Vous voyez, le convexe hull, c'est comme le drap, je vous disais, il bouche le trou. D'accord, ça rentre pas. Si je me mets ici en mode mèche, parce qu'il n'y a que des formes qui sont pas creuses là, hein, en mode mèche, il va épouser bien la forme, et là l'histoire va pas être la même. Il y a une partie qui passe à travers, les autres sont rentrées dedans, elles sont à l'intérieur. Évidemment, je peux tourner pour aller voir ce qui se passe. Ouh, c'est beau ça. Il y a plein de petites billes dans mon bocal. Sympatoche, hein. On voit une belle réaction physique. Là, évidemment, je peux faire échappe et reprendre le travail. Venir ici, me dire que cette position de remplissage, voire même ici, bon, ma position de remplissage ici, là, me plaît bien. Je fais un applique transformation, surtout, je fais un A, je sélectionne tout ce qui m'intéresse, je fais un applique transformation ici, et une fois que j'ai fait mon applique transformation, je remove le rigid body partout aussi, comme ça j'annule tout mon truc, et j'ai un beau mesh avec quelque chose de prêt à importer dans Excel si j'ai besoin par exemple. Hein, je sélectionne tout, je joins, et je fais un export pour Excel. J'ai pas combien de faces là-dedans, bon j'ai quand même 92 000 faces, mais c'est normal parce que je me suis pas occupé de la résolution de mes petites boules. Donc je vais faire un Z juste en regardant le haut, B. Même si j'avais que ça sélectionné, j'en ai combien là? Face, Z. Vertice, face, j'ai pas le nombre de faces sélectionnées. Bah, il faudrait que je joigne tout. Alors je vais faire ça, CTRL J. Je joins tout, je fais un A. Mode face, je sélectionne tout. Voilà, combien j'en ai? Vertice, machin, edge, face, 34 000. Bon, vous voyez, alors avec les sphères en 32 par 32, j'ai 34 000 faces sur un petit truc comme ça. Donc vous pouvez très bien, en mettant des sphères beaucoup plus petites, du 16 par 16, on va se retrouver à 10 000, quoi. Donc 10 000, ça fait 3 mèches sur SL. On va dire 3, même pas. Ouais, 3 en impact. Donc voilà, c'est intéressant pour obtenir des formes, c'est très intéressant pour s'amuser. Surtout que, bon, là j'ai tout appliqué, mais CTRL Z. Voilà, je reviens, je repasse ici en tab, CTRL Z. Hop, voilà, j'ai appliqué, là c'est pas appliqué. Ce qui est rigolo aussi, je vous montre quand même, c'est que l'objet, pendant qu'il joue son animation, comme avec le close, je peux remettre mon curseur et puis m'amuser. Voilà. C'est pendant qu'il travaille qu'il faut le faire. Comme il travaille que jusqu'à 100, je vais pas avoir le temps de faire beaucoup. Ouais. On peut, voilà, l'appliquer. Ça bouge tant qu'il travaille. Après il s'arrête. Comme je l'ai verrouillé à 100, ben voilà. Donc voilà, je pense que pour il y a déjà beaucoup d'informations là-dedans. Vous allez pouvoir vous amuser. Tenez bien compte des origines de chaque petite boule, sinon vous allez avoir des problèmes au niveau des rendus. Hein.
À bientôt et amusez-vous bien, vous me direz ce que vous avez fait de bon avec ça. Ciao ciao.